Bonjour à tous, bienvenue pour cette grande journée de webinaire consacrée à la digitalisation et la dématérialisation responsable. Alors on a une journée complète jusqu'à 17 heures à passer ensemble. Vous voyez sous vos yeux, vous avez le programme complet. C'est la seconde édition de cette journée organisée par le groupe Cerda Archimag. Alors, on sera tous ensemble, toute l'équipe. Fabien Carré-Marionnet, qui est journaliste pour Archima, qui vous accompagnera sur certaines sessions. Bonjour Fabien. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et puis, vous aurez aussi le plaisir de rencontrer Sivegami Casimir, qui est journaliste aussi pour Archima, qui vous accompagnera sur certaines sessions. Et puis, Hugo Velluet, qui est consultant pour Cerda, qui vous accompagnera aussi sur certaines. Voilà. Alors, tout au long de la journée, vous retrouverez Pierre Fuseau et Guillaume Vola. Bonjour à tous les deux. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bonjour Eric, Ravi. bonjour à toutes et tous. Alors, juste avant de démarrer sur cette première keynote d'ouverture, je voulais passer en revue un petit peu le programme de cette journée. Donc, la keynote d'ouverture, et on se demandera où on en est au sein des organisations en matière de digitalisation responsable et qui est concerné. Est-ce que vous êtes tous concernés par cette approche avec Pierre Fuseau? Ensuite, de 10h à 10h30, alors là, vous aurez un atelier pratique et vous apprendrez, vous saurez, en tout cas, vous aurez des éléments pour savoir comment calculer son impact de manière concrète avec Pierre et Guillaume, voilà, de nouveau. Ensuite, de 10h30 à 11h15, une session sur les achats responsables et les logiciels éco-conçus avec Sivayami Casimir, donc, dont je vous parlais juste avant. De 11h15 à midi, on aura une session sur le stockage et le cloud et on se demandera quelles sont les solutions, les technologies qui permettent de rendre des infrastructures plus durables. On fait une pause entre midi et 14h et on revient à 14h avec une session sur le recyclage, le reconditionnement et le remanufacturing des solutions de dématérialisation avec Fabien. C'est une des Tout à fait. sessions. Et surtout l'INR et Linux Connect. Aussi. De 14h45 à 15h30, une session sur les vracs numériques et les vracs de data qui sont consommateurs d'énergie animés par Sivagami et avec Hugo Velluet que vous trouverez. De 15h30 à 16h15, une session sur la digitalisation responsable et comment construire sa stratégie, sa feuille de route. Alors là, vous aurez une partie de l'équipe du conseil CERDA qui sera présente sur cette session. De 16h15 à 17h, la dernière session, la keynote de clôture sur les enjeux du numérique responsable de demain. Voilà, vous avez le programme en détail. Alors revenons maintenant au tout début. Commençons par le commencement. Avec Pierre, l'idée étant de se demander donc voilà, où on en est en matière de digitalisation responsable et qui est concerné. Pierre, à toi. Eh bien, merci. Je vais partager une présentation. Voilà, vous voyez tout le monde. Alors, bille en tête, hein, on démarre par quelque chose que vous allez bientôt connaître. Je crois que ça sera une publication qui est prévue sur le mois de mars, mais donc en avant-première, hein. C'est les premiers résultats sur notre sujet de ce jour, hein, qui est le rapport sur la gouvernance de l'information que Serdar Archimag publie depuis une dizaine d'années, hein. Je crois qu'on en est au 14e édition. Et donc, on pose les questions sur le sujet de l'éco-responsabilité. Et donc, il y a un premier sujet qui est très, très encourageant, puisque effectivement, à la question quelle est pour vous l'importance en fait de la démarche du bilan carbone sur la digitalisation, eh bien, on a plus 15 points. Donc ça, c'est vraiment un point très important, puisque effectivement, on a une sensibilisation, ça avance d'une année sur l'autre, et là, ça fait quand même un bon saut, puisqu'on est à 73%. Donc, on n'est pas encore sur du 100%, mais bon, c'est quand même très, très, très intéressant. D'autant plus qu'effectivement, que les personnes qui répondent sont effectivement globalement directement intéressées par le sujet, mais sinon, ils ne répondraient pas.
Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Sinon, ben, quand même des petits bémols, hein, parce qu'il en faut. Désolé de ce côté un petit peu pessimiste, hein, mais le spécifique numérique pour faire un calcul donc du bilan carbone, on est quand même encore stable sur 8%. C'est-à-dire 8% des organisations ont opéré un bilan carbone spécifique sur le numérique. Ça tarde quand même à bouger. Bon, ceci étant, on verra au mois de mars si effectivement ça a bougé, mais en tout cas, là, on est relativement stable d'une année sur l'autre. Et puis, il y a aussi le flux de dématérialisation, c'est-à-dire spécifiquement, et donc là, on est à 3,5. Globalement, ça bouge pas trop, alors que effectivement la sensibilité à l'importance a vraiment bondi. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis quand on pose la question sur les sur ben, qu'est-ce que vous avez fait comme bilan carbone? Est-ce que vous avez fait le courrier, les archives, sur les différents composants en fait d'un système de gouvernance de l'information? On constate que effectivement c'est très éparpillé. C'est-à-dire en fait à chaque fois, c'est 10% par processus, c'est-à-dire en fait, on a fait à 10% les flux courriers, courriers entrants, les courriers sortants, etc. Donc c'est très éparpillé, c'est pas très, il n'y a pas d'approche globale. Donc voilà, donc il y a du plus, hein, il y a de l'encourageant, mais il y a aussi ben, du stable, et puis on se cherche encore hein, globalement. Voilà. Et puis deuxième question, c'est quels sont les leviers et mesures que vous avez engagés? Alors, premier point, ben, parce qu'on est quand même encore en territoire hybride. Dans les systèmes d'organisation, il y a encore beaucoup de papier, il y a encore, il y a de plus en plus d'électronique, beaucoup plus de numérique, avec des datas, des documents électroniques, etc. Mais il y a encore du papier. Donc du coup, ben, pour 50%, il y a la réponse eh bien, j'opère des réductions sur les flux papier, donc à la fois sur les impressions, à la fois sur les stockages, à la fois sur les archivages. Donc voilà, donc ça c'est pour moitié. Autre élément, l'orientation sur les déplacements, parce qu'on sait que les déplacements sont très générateurs de carbone, hein, d'équivalent carbone, et donc du coup, les déplacements, pour 24%, il y a une action, en fait, un engagement sur moins de déplacements. Donc plus d'électronique, hein, plus de numérique et moins de déplacements. Je passe sur le renforcement de la digitalisation, sachant qu'effectivement, bah, le papier et on le verra, on le retravaillera ensemble, notamment au niveau de l'atelier avec Guillaume. Bah, pour 37%, renforcement de la digitalisation pour contribuer à baisser les émissions. Et puis, eh bien, comme chaque matériel informatique a besoin d'énergie, de consommation, comme les data centers, comme les systèmes de matériel, de MFP, etc., eh bien, à 38%, ils sont en train de travailler sur une réduction de l'énergie avec soit des nouvelles machines, soit une optimisation de l'utilisation de ces machines. Et puis, voilà, donc ça, c'est vraiment les points d'interrogation et les leviers et mesures engagés. Donc, je tenais à les partager avec vous. Et bah, question aussi sur les data et l'IA. Aujourd'hui, il y a pas encore beaucoup de choses, mais on sait qu'effectivement, les data, on est à une augmentation de plus 10%. Donc là, on est vraiment sur des faits générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, les data sont en perpétuelle augmentation. Et puis, l'IA, eh bien, est aussi une très, très grosse consommatrice de ressources, donc d'énergie, de matériel, de systèmes, etc. Donc là, on est vraiment sur un sujet que probablement on va avoir cette année, voire effectivement l'année prochaine. Ceci étant, là, on est vraiment sur quelque chose que moi j'appellerais l'effet rebond, hein, puisque bah, plus on a de data, plus on va les utiliser, plus on a d'IA, plus on va consommer de la data et de plus en plus effectivement avoir des nouveaux usages. J'en veux pour preuve, par exemple, lorsque on a un accès à un cloud,
versus un on-prem qui est effectivement de l'installation en interne, eh bien, on accède à beaucoup plus d'applications. Et donc, si on accède à beaucoup plus d'applications, on accède à beaucoup plus de data. Et si en plus, effectivement, il y a de l'IA, on a un effet rebond absolument certain. Donc, on a des leviers pour des engagements de réduction et en même temps, on a des systèmes qui nous incitent à aller encore plus. Et Guillaume passera une photo qui est assez incroyable, que tout le monde a vue, mais qui vraiment est toujours assez inquiétant. Voilà. Donc ça, je voulais partager ces premiers résultats. On est tous à peu près au quart du chemin, au tiers du chemin, à la moitié du chemin, en tout cas sur ces sujets. Et en tout cas, on doit effectivement tous avancer. Alors, juste un petit point pour savoir un peu où on en est, hein. Donc, tout est relié à vos dispositifs, que ce soit vous, secteur public, ou vous, secteur privé. Eh bien, c'est une approche RSE qui effectivement génère toutes ces différentes actions. Le premier, c'était autour de 2015, 2014, 2015. Donc, on est en ISO 26000. Et donc, il y a les 7 piliers de l'ISO 26000 qui sont effectivement à la fois, alors des choses qui nous sont un petit peu plus éloignées, mais qu'il faut toujours garder en tête. Donc, l'égalité homme-femme, la protection avec le RGPD, l'équité, les accès handicapés, etc. L'absence de corruption, la transparence, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'ISO 26000. Et dans la partie environnement, on a les sujets d'émissions de gaz à effet de serre, on a la consommation de l'eau et on a la consommation des minerais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'ISO 26000. Donc quand vous avez une démarche RSE, eh bien vous intervenez sur tous ces différents éléments. Et donc ces différents éléments font appel en fait à une norme qui est l'ISO 14000. Et l'ISO 14000 correspond, rebondit en fait par rapport à la 26000, qui n'est pas du tout obligatoire ni certifiante. En revanche, l'ISO 14001 est certifiante. Et donc, effectivement, pour les organisations qui ont été plus loin, c'est-à-dire qui se sont engagées dans une certification. Donc, le modèle, c'est la 26000 et la 14000 est la norme certifiante. Voilà, donc ça, c'est le premier point dans lequel vous allez pouvoir complètement vous intégrer et relier notre sujet de la gouvernance de l'information numérique et physique dans le cadre effectivement de la RSE. Alors, si on zoome un petit peu sur les émissions. Alors, par rapport à l'année dernière, on avait affiché un 2% sur les émissions de gaz à effet de serre issues du numérique en France. Eh bien, cette année, on est monté effectivement de 0,5%, donc on est à 2,5%. Et les émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont montées à 5%. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le nouveau chiffre qu'il faut prendre en compte. Les derniers chiffres étaient calculés sur l'année 2018. Donc, effectivement, en 2023, on n'avait pas les nouveaux chiffres. Aujourd'hui, on a les nouveaux chiffres. Donc, on débute 2024. Vous voyez, c'est toujours effectivement relativement inquiétant parce qu'on est toujours sur l'équivalent de l'aviation civile, etc. Alors, rajoutons que effectivement la consommation d'eau et les matières premières, donc ça, il faut toujours avoir ça en tête, mais la mesure, elle est sur le bilan carbone parce qu'effectivement, elle est mesurable, accessible, etc. Alors, sur un autre chiffre, donc en 2022, il y avait 0,5% des DSI qui avaient effectué un bilan carbone du numérique et en 2023, on est à 8%. Donc là, c'est quelque chose qui est en grosse augmentation et ça ne va pas s'arrêter. Donc là, on est vraiment complètement sur ce sujet. Je voulais citer également, qui date effectivement de 2023, donc d'il y a quelques mois, l'impact, la mesure d'impact issue du rapport, donc l'étude ADEME-ARCEP, donc c'est la mesure d'impact entre 2020 et 2030. Et donc, ils ont bâti 4 scénarios. Donc, un scénario qui est la tendance naturelle, c'est-à-dire si on fait rien, c'est 45% d'augmentation d'ici 2030. Et d'ici 2030, il faut rappeler quand même qu'il reste 6 ans. Ensuite, si effectivement on a
on fait un peu d'effort, on fait de l'éco-conception, on fait attention, on essaye effectivement de traiter des vracs, par exemple, etc. On devrait avoir une augmentation modérée de type 20%. Mais 20%, c'est quand même 20%. Et puis, si vraiment on a une approche très globale, très complète et de manière très engagée, on est sur une augmentation de 5%. Si en revanche, on travaille sur de la sobriété, sur de la frugalité, donc là, on devrait effectivement être à moins 16%. Alors, on peut toujours effectivement un peu rêver, mais peut-être on peut viser effectivement les 0%, sachant qu'effectivement, à côté, il y a les data, l'IA, etc., que j'ai mentionné précédemment. Pour dernier élément au niveau du numérique et de la gouvernance de l'information, il y a également la notion d'inclusion et d'éloignement numérique, sachant qu'aujourd'hui, on est encore sur une base de 17% qui n'ont pas d'accès ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et là, effectivement, on est encore dans des obligations d'hybride et effectivement quelque chose de relativement complexe. Alors, eh bien, un point mérable, je vais pas faire effectivement des résiliences là-dessus. Cadre, pardon, hop, voilà. Le cadre réglementaire, toujours sur l'aspect environnement, en fait, là, on est sur le E hein, de RSE. Alors, les réglementations, j'ai mis en rouge, rose, voilà, en rose, ce qui provient effectivement de l'Europe. Et précédemment, donc, ben, on démarre avec tout en haut à gauche, l'ISO 14001. Donc, bon, je n'y reviens pas, j'en ai parlé. Ensuite, ça s'est décliné au niveau du territoire, au niveau national, avec une première loi en 2020. Alors, vous voyez, entre 2014, 2015 et 2020, il y a 5 ans qui se sont passés. Et donc, la première loi française, c'est 2020. Et après, on enchaîne 2020, 2021, 2022, 2023. Donc là, c'est vraiment en rafale. Donc, sur les 3 dernières années, on a vraiment une accélération énorme en termes réglementaires. Donc, la première loi, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, le reconditionnement, remanufacturing, etc. Ensuite, il y a la deuxième loi qui est la grosse loi issue de Paris, de la rencontre de Paris. Donc, c'est la loi climat et résilience, hein, donc 2021. Et donc là, on est vraiment la lutte contre le dérèglement climatique hein, et le renforcement de la résilience. Donc là, on a effectivement un certain nombre d'articles avec notamment des obligations de réaliser un bilan carbone, un BGS, hein, pour les entreprises de plus de 500 salariés et en 2025, les plus de 250 salariés. Donc ça, ce sont des obligations, en fait, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Troisième élément, là, on est spécifiquement sur le numérique, donc ça se rapproche complètement de notre sujet, évidemment. Donc, en novembre 2021, il y a la loi Rennes, donc c'est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en France. La rédaction provient du Sénat et ensuite a été validée en Parlement. Et dans le cadre de l'enquête gouvernance de l'information, 13% des répondants disent l'inclure dans leur démarche de la gouvernance de l'information. Donc voilà, c'est une information. Bon, 13%, c'est encore insuffisant, on est bien d'accord, mais bon, c'est un début. Ensuite, il y a la grande directive sur les publications d'informations extra-financières. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le CSRD, donc Corporate Sustainability. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Voilà. Bon, là, j'ai dû revenir. Voilà. Donc, la directive avec les publications d'informations extra-financières est absolument fondamentale puisque effectivement, ça a donné la loi de 2023 sur l'industrie verte où les collectivités territoriales pourront exclure des marchés publics des entreprises ne respectant pas leurs obligations environnementales, comme la publication des informations extra-financières. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Ça, on est sur le E de
RSE. Et là, on est sur le S de RSE, c'est-à-dire là, on est sur la loi handicap donc de 2005. Donc là, on est effectivement sur l'approche de l'accessibilité. Donc, il y a un décret en 2018 sur l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne. Et puis, il y a une directive du Parlement, donc en 2019, et notamment, et ça, je tiens à le souligner, tous les livres qui sont publiés doivent l'être évidemment en papier si effectivement on le souhaite, mais obligatoirement en numérique. Donc ça, c'est une obligation issue de cette directive européenne. Et puis, ensuite, on a un décret de 2019 sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc ça, c'est un point important sur la communication au public en ligne. Et puis, là, de manière tout à fait récente, 2023, donc ça n'existait pas l'année dernière dans notre précédente journée, on a le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc le RGAA version 4, qui a été publié pour aller plus loin, et la loi du mars 2023 qui porte sur les dispositions d'adaptation qui correspond effectivement à la directive. Voilà, donc ça, je voulais partager avec vous parce que ça, c'est vraiment des points importants. Sur les services publics, c'est tout à fait fondamental. Sur les services privés, ils sont aussi concernés, évidemment. Alors, évidemment, pour une approche globale, il faut avoir cette démarche sur le modèle ECS. Alors, ECS, c'est entrant, circulant, sortant. C'est-à-dire que quand on a une approche éco-responsable d'un environnement de gouvernance de l'information, il faut avoir une approche globale. On ne prend pas que, par exemple, le stockage ou uniquement le cloud pour l'archivage, etc. Il faut effectivement avoir une approche globale. Donc, on a mis au point, et on intervient effectivement sur tous les organisations publiques ou privées, avec effectivement cette modélisation. Et cette modélisation permet de prendre en compte la totalité des processus, avec, à commencer par la gauche, les flux entrants, c'est-à-dire à la fois physiques et à la fois numériques. Et puis ensuite, le traitement de l'entrant, surtout physique, il faut dématérialiser. Et puis, il y a le circulant qui correspond effectivement à la gestion, l'instruction d'un dossier, les visas, les validations, ensuite les sortants, et évidemment, il y a le stockage. Je me permets d'insister sur le fait qu'il y a dans cette partie-là le référentiel et les datas. Et donc, c'est là où effectivement qu'on a à gérer et à optimiser en fait les datas, sachant que de manière tout à fait claire, on est en train de migrer à la fois d'un document vers les datas et à ce titre, effectivement, du papier vers l'électronique. Donc, papier vers l'électronique, document vers data. Donc, on est en train, effectivement, de disposer d'un système d'information à gérer qui seront effectivement beaucoup reposant sur des datas, en fait. Donc ça, voilà, ça c'est le modèle. Et donc ce modèle, eh bien, il avait besoin pour être valorisé et calculé. Et donc là, on va rebondir sur l'atelier qui va être animé par Guillaume juste après. Eh bien, on a fait des calculs avec la coopérative Carbone sur chaque point d'indicateur qui permettait en cumulant, de pouvoir calculer des émissions de gaz à effet de serre sur un ensemble de gouvernance de l'information. Alors, par exemple, eh ben, on a pris le plus connu, c'est évidemment l'envoi d'un email avec effectivement une pièce attachée de 1 méga ou 100 pièces attachées. Donc, on voit vraiment tout de suite la différence entre ça, c'est le numéro 1 et le numéro 2. Et puis, vous le remarquerez aussi, il y a une valeur basse et une valeur haute. Donc, cette valeur, le principe, c'est que à partir du moment où vous jouez sur des volumétries, vous jouez sur des clouds ou des on-prem, vous jouez sur des configurations, vous jouez sur un certain nombre de choses, vous ne pouvez jamais calculer avec un chiffre unique. On est obligé effectivement d'avoir une variation entre un chiffre, une valeur basse ou une valeur haute. Si on prend par exemple un autre exemple qui est effectivement 1 méga stocké en GED, donc ça c'est le numéro 13,
eh bien, le numéro 13, il va être en variable entre 17,7 g et 75 grammes. Ça dépendra de la jette, ça dépendra de où elle est installée, ça dépendra du data center sur lequel elle sera hébergée ou pas, etc. Donc ça fait partie effectivement de ces différents éléments. Et si on veut comparer effectivement une JED avec un archivage, un archivage électronique en mode d'une durée de vie de 10 ans, donc c'est un archivage électronique qui ne nécessite pas très souvent de migration de format, etc., eh bien, on est autour de 3,8 grammes par méga, en fait, sur 10 ans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc tout ça, c'est de l'open source, vous pouvez y accéder, vous pouvez faire les recherches et on va faire effectivement tous les commentaires tout à l'heure. Alors pour un petit peu conclure et synthétiser ces différents éléments, eh bien, je dirais 4 points essentiels. Donc un premier point qui est gérer l'hybridité. Donc ça, c'est vraiment un point important parce qu'aujourd'hui, on est effectivement en papier, en électronique, hein, et dans l'électronique, on est en document électronique et on est en data. Et donc, du coup, on a plein de formats différents et la plupart du temps, il faut être tout à fait très concret, c'est redondant. Soit on a plusieurs documents électroniques, soit on a les datas qui ont été extraites, qui sont redondantes avec les documents. Et le document papier, il a été reçu, mais il n'a pas été nécessairement supprimé. Donc, derrière, on a le document papier, on a le document qui a été numérisé. Ensuite, on a les datas qui ont été extraites. Et tout ça, effectivement, on est sur un peu la même chose et donc on est sur de l'hybride. J'ai un exemple sur lequel on avait travaillé sur une chaîne d'urbanisme, c'est en haut à droite en fait. Ce qu'on constate, c'est que quand on a un flux physique unique, c'est-à-dire on reçoit sur du papier, on le numérise, derrière, eh bien, on a globalement un tonnage de CO2 à l'issue de cela. Et en plus, il faut rajouter qu'il y a le déplacement, il y a 8 tonnes, 8 tonnes d'équivalent CO2 parce que ben, on utilise le transport en commun, la voiture, etc., pour apporter son dossier de demande d'urbanisme. Alors, le deuxième point, eh bien, c'est on gère de l'hybride. C'est-à-dire à la fois, on a toutes les outils, les solutions, les processus pour gérer du papier, parce qu'on va dire qu'il y a la moitié qui est arrivée en papier, et puis l'autre moitié qui est en électronique. Et l'autre moitié en électronique, bah, on a besoin à nouveau d'avoir tout l'équipement complet électronique. Donc du coup, on se retrouve, quand on est en hybride, avec toute la chaîne de production papier et toute la chaîne de production électronique. Et donc, on se retrouve avec une augmentation, bah là on avait fait le calcul effectivement de 160% en plus, hein, donc 60% en plus par rapport à un référentiel uniquement physique, hein, transformé en électronique. Et donc on se retrouve effectivement avec une augmentation alors qu'on aurait pu imaginer qu'il y aurait eu une baisse. Et puis le troisième point, quand on est effectivement sur de la dématérialisation, de la gouvernance de l'information, là, de flux continu, que ce soit en documents électroniques reçus ou des datas reçues ou du mix data électronique, on se retrouve avec des gains de 60% par rapport effectivement au flux physique, évidemment. Donc voilà, donc ça, je voulais vraiment zoomer sur cette partie-là. Premier point, c'est gérer l'hybridité, c'est-à-dire essayer d'avoir de l'homogénéité et de transformer le maximum en data, tout en conservant plutôt les data plutôt que les documents papier et les documents même électroniques. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est gérer les stocks et et la conservation. Alors, là, de toute façon, comme le premier point, c'est de l'hybridité, eh ben, on va conserver effectivement en plusieurs exemplaires, hein, à plusieurs endroits. Alors, évidemment, vous me direz, bon, il y a le volet sécurité, c'est-à-dire en fait, la sécurité insiste pour que la conservation ne soit pas faite sur un seul exemplaire, mais effectivement un ou deux ou trois exemplaires. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est beaucoup plus d'exemplaires, beaucoup plus de redondance. Donc, il y a enlever les redondances. Donc là, on est effectivement sur la notion d'unicité de data, de documents. Et deuxièmement, on conserve de manière toujours trop.
quand on était dans l'environnement papier, je pense que d'aucuns ont déjà évidemment bien évalué cela. Quand on faisait du tri et du tri de vrac, etc., on avait globalement un gain de 50%. 50%, c'est vraiment le standard. Et dans l'électronique, pour faire du tri, et là, il y aura une séquence effectivement sur le vrac, donc ça, je vous invite effectivement à être bien attentif là-dessus, eh bien, on est entre 70 et 80% à éliminer. Donc, 70 à 80% de baisse quand effectivement on a 1 méga à 17 grammes dans une JED, eh bien, on peut largement baisser beaucoup les émissions et être effectivement en alignement RSE avec la politique RSE plus générale. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un point important que je voulais souligner. Et puis le troisième élément, c'est intégrer, incorporer des composants qui sont éco-sourcés. Alors ça c'est tout ce qui est effectivement le reconditionné, alors que ce soit du matériel, donc là on parle effectivement de matériel, hein, puisqu'on parle de copieurs, d'imprimantes, de scanners, on parle de machines, de PC, hein, portable ou pas portable. On parle aussi de matériel de type serveur, hein. Donc là, on est effectivement dans les data centers. Donc on est vraiment sur des composants matériels. Et puis il y a également les composants logiciels. Un logiciel de GED qui est effectivement plutôt développé avec des lignes de code qui ne sont pas nécessairement optimisées, bien, on n'est pas en composant éco-sourcé. Donc là-dessus, et là, il y a un certain nombre de labels qui existent, mais c'est encore très, très confus. Donc là, sur des niveaux comme ça, il y aura toute une discussion là-dessus. Il est absolument indispensable d'intégrer des composants éco-sourcés. La mutualisation étant également un élément de réponse, puisque un matériel partagé, ben, c'est un matériel dont on dispatche en fait les émissions et la consommation d'énergie. Et donc, on est effectivement sur ce type de démarche aujourd'hui, donc sur les 3 points. Et le quatrième point, parce qu'il y a quand même un quatrième point, eh bien, la maturité des organisations, on le voit, la sensibilité a beaucoup augmenté, mais n'est pas encore complètement au rendez-vous. On l'a bien vu dans l'action. Aujourd'hui, il y a vraiment un volet indispensable de l'accompagnement au changement. Euh, Dans la mesure où effectivement, oui, on dématérialise, oui, on transforme en data, oui, on a des usages qu'on peut démultiplier avec l'IA. Eh bien, si on veut viser effectivement la sobriété avec le scénario numéro 4 de l'ARCEP ADEME, eh bien, on est dans l'obligation d'accompagner ce changement, de mobiliser les uns et les autres pour effectivement maîtriser ce fameux effet rebond. Donc du coup, viser la sobriété des processus, et j'en veux pour preuve l'exemple de la signature électronique. Quand on est en papier, on ne se pose pas la question, on signe, on vise, on fait plein de choses en fait. Et puis c'est tellement facile de cliquer lorsqu'on est dans un parapheur, eh bien on a tendance effectivement à augmenter en fait encore les visas, augmenter les processus, les points d'accès, les points de revue, etc. Et donc du coup, on se retrouve avec des processus qui sont parfois plus lourds que le papier, alors que justement, il faut viser la sobriété avec moins de signatures, moins de visas, même de l'automatisation hein, par rapport effectivement à ces visas. Donc voilà, je voulais vraiment partager ces différents éléments qui sont effectivement les 4 points issus de l'expérience qu'on a effectivement sur le terrain quand on intervient. Et le Alors dernier, oui, Pierre, juste une question de plusieurs personnes qui ne, si tu peux revenir sur le slide précédent, oui, qui ne comprennent pas bien à quoi correspondent les cercles, 100%, 160%, etc. Est-ce que tu peux juste ah préciser? oui. Alors, là, ce sont des calculs d'émissions de gaz à effet de serre hein, qui ont été faits, mais je passais rapidement dessus parce que tout ça va être approfondi et expliqué dans le cadre de l'atelier avec Guillaume, en fait.
hein, puisque ça, c'était des calculs qu'on a fait sur la commande et la facturation, sur l'urbanisme, sur le stockage, qui permet effectivement de passer d'un stockage avec une émission de 100% à un stockage à une émission de 1% parce qu'on a dématérialisé et on a mis en place un archivage électronique. Donc, merci pour cette question. Je vous invite à patienter quelques instants et vous allez avoir effectivement tous les différents éléments. Et donc, pour juste apporter une dernière synthèse, je dirais que au niveau de nos interventions, en termes de méthode, on a 4 étapes clés, en fait, qui sont effectivement également dans la loi Rennes, mais qu'il faut effectivement déployer et adapter à la gouvernance de l'information. Il y a le premier point qui est, et là je reprends effectivement la notion de accompagnement du changement, c'est la sensibilisation et la formation. La RSE, c'est encore un petit peu flou, quoi. Le numérique responsable, c'est encore un petit peu flou. La gouvernance de l'information, c'est encore aussi un peu beaucoup flou pour un certain nombre de personnes. Et donc, du coup, il y a besoin vraiment de sensibiliser, d'expliquer, de former, très concrètement. Donc, l'objectif, c'est qu'il faut choisir des formats, des contenus de communication qui soient à la fois les vôtres, les collaborateurs ont l'habitude effectivement de recevoir des messages, etc. Et donc, il faut utiliser cela. Il faut rendre les éléments efficaces, hein, et donc, il faut garder, animer, hein, et ces actions de sensibilisation. Et toujours, parce que quand on dit sensibilisation, on dit, bah voilà, je sensibilise, j'informe, mais mesurez, s'il vous plaît aussi, les acquis de connaissances et des compétences, puisque effectivement, il faut qu'il en reste quelque chose pour pouvoir les appliquer. Deuxième point, c'est dans une gouvernance de l'information, on fait un point sur le cycle de vie du matériel, les usages numériques, dont l'accès numérique par les personnes, donc tout profil, hein, y compris effectivement le handicap. Il y a la consommation de l'énergie, la formation et la sensibilisation, et la gouvernance de cela. Et donc, on va effectuer ce qu'on appelle les mesures de maturité. Où en êtes-vous? Est-ce que le cycle de vie du matériel, vous êtes déjà dans le recyclage, déjà dans le reconditionné, etc., ou pas, ou complètement, ou pas complètement, etc. Et donc, du coup, on va retrouver une grille avec la stratégie numérique, hein, et donc la gouvernance de l'information et la feuille de route. Donc, le deuxième point, c'est où on va, d'où on vient et où on va. Le troisième point, et ça fait partie aussi de la stratégie de la gouvernance de l'information, c'est effectuons le bilan carbone. Et là, on va tout de suite sauter sur l'atelier suivant. Et donc, le bilan carbone de l'AGI, c'est sur quel périmètre? Donc, ce qu'on a recommandé, effectivement, c'est les périmètres globaux, hein, mais on l'a vu. Évaluer le bilan carbone. Donc, on a les modes de calcul, on a les datas pour le faire, hein, et puis on va synthétiser les axes d'amélioration. Et donc, on va retrouver de manière beaucoup plus fine, en fait, la stratégie. Et le quatrième point, parce qu'on l'oublie parfois, on a des stratégies, on a des bilans, et puis derrière, OK, mais contrôlons comment ça se fait et comment ça se boucle. Donc, assurer le suivi de la stratégie, eh bien, c'est suivre, adapter le tableau de bord, former les équipes de gouvernance, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment quatre étapes clés que je voulais à nouveau partager avec vous, qui permet de conclure mon intervention et de basculer tout de suite sur l'atelier.